Dernière table ronde, la quatrième, attractivité des talents, quels enjeux RH. Pour en parler, on a aussi un plateau magnifique. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, ancien ministre, qu'on peut applaudir, Xavier qui nous rejoint. Pierre-Olivier Brial, le directeur général de Manutan. Emmanuel Hervé, président de Hervé Thermique et du conseil de surveillance du groupe Hervé. Éric Lamarque, le directeur de l'IAE Paris-Sorbonne Business School. Ainsi que Marie-Pierre Rixin, qui est députée de l'Essonne. On part d'un constat. Donc là, il y a un beau tableau qui va arriver. Le vieillissement de la population. Le graphique qu'on voit en 2022, 21,1% de la population de l'UE avait plus de 65 ans. Cette population, elle va monter, on va arriver à 453 millions d'habitants en 2030, et avant d'entamer un déclin pour être dans les 27 à 419. Donc 453, 419, ça crée beaucoup de problèmes, de problématiques notamment de main-d'œuvre, de collaborateurs. Et on va demander à Xavier de savoir comment il fait pour attirer les talents dans la région de France, également ces talents qui viennent et qui restent. Mais alors juste avant, un tout petit mot personnel. Comment fonctionne ton bouquin « Rien n'est jamais écrit » aux éditions Robert Laffont? Est-ce qu'il marche bien ton dernier livre, Xavier? Écoute, on m'avait dit qu'en faire 1000 pour un ouvrage politique, c'était bof. En faire 3000 était un succès et on est en train de voguer vers les 7-8 000. Alors, comme quoi rien n'est jamais écrit. Hein. Alors Xavier, donc on parle de cette région Hauts-de-France qui est chère à ton cœur, qui est très dynamique également. Attractivité des talents, comment on fait pour qu'ils viennent et qu'ils restent? Tout d'abord, on se met au service des entreprises. Ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs. Et l'important, c'est qu'ils puissent trouver notamment les ressources dont ils ont besoin. Il en a été question tout à l'heure, c'est l'énergie, ça peut être des aides, notamment à l'investissement, ça peut être du foncier, et surtout, le nouvel or, c'est-à-dire la partie RH. Et à partir du moment où les régions ont la compétence sur la formation des demandeurs d'emploi et pas seulement, on se met résolument à leur disposition. Les Hauts-de-France, c'est par exemple la région de la batterie vallée, c'est-à-dire les batteries électriques, il en était question tout à l'heure. Nous avons décidé de mettre en place des outils de formation vraiment exceptionnels, c'est-à-dire en lien avec les constructeurs. Ils sont normalement concurrents, et bien là, ils sont complémentaires avec Electromob, c'est-à-dire que l'État, France Travail, la région, les constructeurs, on va avoir besoin de former 15 000 personnes et on a déjà commencé. Prenez notamment Stellantis, ceux qui faisaient les moteurs thermiques font maintenant des batteries électriques. Un demi-millier de ses collaborateurs ont été formés avec ces nouveaux dispositifs. Et donc, je remercie les entrepreneurs, parce que ce n'est pas les politiques, encore une fois, qui l'ont fait. Le taux de chômage dans la région des Hauts-de-France est le plus bas depuis 40 ans. On est toujours au-dessus de la moyenne nationale, nous ne sommes plus la dernière région, encore du chemin à parcourir, mais on est passé d'un peu plus de 13% de taux de chômage à maintenant 9%. Je ne suis pas un magicien. Le rôle du politique, d'un président de région, c'est d'être à la fois un assemblier et aussi un acteur de ces politiques de formation en nous mettant résolument au service. Et tu l'indiquais aussi, sur la question des salariés âgés, on a un taux d'emploi des seniors qui est le plus important qu'on ait connu. On est à plus de 61% de taux d'activité des seniors dans la région. Donc Xavier, il faut attirer les talents et après il faut qu'ils restent. Les fidéliser, ce n'est pas très compliqué. Je ne veux pas paraphraser ce qui a été dit, notamment dans un film très populaire. On pleure 2 fois quand on vient dans la région. La première fois parce qu'on y est nommé, la deuxième fois quand on doit repartir. Non, on a réussi quand même à changer l'image de la région. Voilà 15 ans, pour ceux qui aimaient le foot, il y avait une banderole de la honte au Stade de France, finale de la Coupe de la Ligue. Aujourd'hui, la région des Hauts-de-France est différente. C'est le Louvre-Lens, 1,5 million de visiteurs. C'est Sérimania, le Festival mondial des séries. C'est maintenant aussi ce que nous faisons avec les batteries électriques. Donc il y a un changement complet. Je crois beaucoup au soft power. Et sur la question de les fidéliser, il y a aussi un point qui est très important, sur lequel aussi on est acteur. C'est il n'y a pas d'emploi s'il n'y a pas un toit. Et je suis aussi assez obsessionnel sur la question du logement. Nous n'avons pas cette compétence, on sait pertinemment quelle est la situation du logement dans notre pays, mais je m'efforce et je m'efforcerai dans les débats qui viennent de pousser le logement comme priorité nationale, parce que nous ne ferons pas venir tous les emplois sur le Dunkerquois et dans la région si nous n'avons pas de quoi les loger. Xavier, et puis le facteur clé de succès quand même de l'attractivité, c'est quand même 300 hectares de vignes dans la région. Oui. Alors, je le dis, 11% de la production de champagne se fait dans les Hauts-de-France, dans le sud de l'Aisne. Champagne de qualité, je ne pensais pas que j'aurais eu l'occasion d'en faire la promotion comme mon livre, mais enfin, merci beaucoup. C'est la première région brassicole. Ouais. Et puis aussi, maintenant, nous produisons 3 millions de bouteilles de vin, parce que cela fait maintenant 10 ans que je pousse un certain nombre d'agriculteurs à dire que le réchauffement climatique est en marche
et que nous avons résolument besoin de nous placer à ce niveau-là. Je le dis parce que cette question du soft power, à la fois pour faire venir et fidéliser, est très importante. Et je le dis, je suis le président d'une région qui est le Sud. Si, je suis le Sud de l'Europe du Nord. Et quand je vois les évolutions touristiques qui sont au jour aujourd'hui, je sais qu'au-delà de l'industrie, au-delà des services, je compte également sur le tourisme comme fer de lance, ce qui nous permettra également de rajouter une corde à notre arc économique. Pierre-Olivier, un mot sur Manutan. Manutan qui est une belle ETI, qui était également, toi, à titre personnel, extrêmement investi au sein du métier, des clubs ETI aussi. Tes problématiques de recrutement, est-ce que tu en connais toi aussi, ou la terre entière, tous les jeunes veulent travailler chez toi? Alors, donc, Manutan, effectivement, nous, on est une ETI, on est 2500 et on fait un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors, de tous les sujets aujourd'hui auxquels on est confronté en tant que dirigeant, et je ne dis pas ça parce que je suis dans cette table ronde, le sujet du recrutement est pour moi celui qui m'empêche de dormir. La question de fond, elle est aujourd'hui, est-ce qu'on a les compétences, court terme, pour faire face à l'agilité, et moyen terme, les transformations de l'entreprise. Donc, c'est un sujet qui est majeur. Quand on est une ETI comme Manutan, on est obligé de l'aborder de façon segmentée. C'est-à-dire qu'on a besoin de jeunes diplômés, et clairement aujourd'hui, pour les jeunes diplômés, on est en dessous du radar. Et puis, on n'est pas une entreprise qui recrute des centaines de jeunes diplômés, pas forcément une entreprise qui est vue comme un endroit pour faire sa première carte. Et là, on a développé une approche massive utilisant en fait aujourd'hui l'apprentissage. Et on a radicalement aussi vu la façon de traiter l'apprentissage, parce que d'une part, on considère l'apprentissage comme une pré-embauche. Donc globalement, ça veut dire entretien, ça veut dire le même processus qu'une embauche d'un jeune diplômé. Et ensuite, on a fait une sorte de bourse aux apprentis, parce qu'on avait un phénomène un peu bizarre, c'est que les très bons, s'ils étaient dans un service qui ne recrutait pas, au final, ne trouvaient pas d'emploi. Ouais. Ensuite, on a un sujet extrêmement important qui sont les 30-35 ans. Ce n'est pas les 30-35 heures. Non, ce n'est pas les 30-35 heures, c'est les 30-35 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notamment la transformation digitale, l'arrivée de l'IA, fait qu'on a besoin de profils qui ont grandi dans un savoir-faire qui allie de façon très intime la technologie et le business. Ce sont des gens qui savent coder, ce sont des gens qui sont très business, mais qui savent créer des agents, et qui ont en fait un rapport au processus, un rapport au lancement d'un service qui est assez différent. Pas forcément des compétences qu'on a en interne, et là on a trouvé notre créneau. Ce sont des personnes qui ont aujourd'hui fait une grande école, qui ont travaillé dans une start-up ou dans un très grand groupe. En fait, ils ont eu le tampon qu'ils voulaient avoir, et ils sont en recherche d'autre chose. Sauf qu'ils ne nous connaissent pas. Et là, c'est vraiment une approche aujourd'hui quasiment en bon français de one-to-one, c'est-à-dire qu'on s'abonne à des newsletters, on utilise notre réseau interne pour les identifier. Moi, j'en rencontre pas mal, et on crée parfois même des postes aujourd'hui pour faire rentrer ces compétences. Et ça, c'est fondamental parce qu'on voit qu'aujourd'hui, dans certains projets qu'on mène, sans ces compétences, on n'arrivera pas à passer à l'échelle, on n'arrivera tout simplement pas à les mener à bien. Et après, quand on passe sur du 40-45 ans ou un peu plus âgé, là, on est dans une autre dynamique. Ce sont souvent des gens qui ont eu une carrière dans des grands groupes ou dans des ETI qui sont beaucoup plus clairs dans leurs projets personnels, et où là, ça va être de la chasse. Et donc, on est obligé d'avoir une approche qui est extrêmement segmentée et hyper proactive. C'est-à-dire que c'est tout aujourd'hui, sauf le sujet des RH. Et je pense que ça demande à notre niveau de dirigeant, notamment pour certains profils, de s'investir personnellement. Parce que moi, j'ai vu en fait des personnes dans des entreprises où, premier entretien, ils ont dit « Manutan, mais qu'est-ce que c'est ?» Et qu'à la fin de l'entretien, on dit « mais ça correspond à mon projet personnel ». Mais aussi parce qu'en tant que dirigeant, on leur a vendu une histoire. Et le dernier mot que je voudrais dire, c'est que dans des postes aujourd'hui compliqués, comme des postes de product manager ou data scientist, tout dépend de la tête qu'on a réussi à trouver. Moi, j'ai remarqué que si on a recruté le bon leader, alors lui va attirer ensuite des très bons. Et donc, c'est fondamental dans certains postes de surtout pas démarrer le recrutement si la personne à la tête n'est pas extrêmement forte. Mais dès qu'on a le bon leader, comme on est une entreprise magnifique et que les ETI sont de taille idéale, ça déroule. Emmanuel, toi, dans le bâtiment, il n'y a aucun problème de recrutement. Enfin, trouver des collaborateurs sympas, fidèles, souriants et pas chers, il y en a partout, non? Alors, je vais remettre dans le contexte. Moi, au niveau Hervé Thermique, en 2021, nous étions 3000 personnes. Nous allons être à peu près 4500 personnes.
Donc ça fait une croissance de 50% des effectifs. Nous sommes en gros à peu près à 250 personnes de plus par an. Et sur 75 départements différents en France. Est-ce que tu es dans les Hauts-de-France? Parce que c'est quand même le seul truc intéressant aujourd'hui. Bien sûr, Lens, Valenciennes et Lille. Depuis 5 ans, nous avons fait une forte progression. 80% de croissance organique et 20% de croissance externe. J'en profite pour passer un petit message, comme nous sommes avec les patrons les sommets des ETI et qu'il y a des élus. Les ETI sont les meilleurs alliés de tout gouvernement et de tous les élus locaux pour créer des emplois locaux à valeur ajoutée, non délocalisables et en plus avec des valeurs on y attache sociales et sociétales. Un petit message pour tous les élus que vous connaissez par cœur. Donc, comme montre la carte, il y a pénurie de main-d'œuvre au niveau européen, au niveau français, au niveau du secteur du bâtiment. Donc, je me suis attaché avec mes managers sur 4 axes. Le premier, ça a été dit un instant, sur l'apprentissage. Nous avons 10% des effectifs en apprentissage ou alternants. C'est top. Ça marche, ça cartonne. Les 2 tiers de ceux qui terminent leur apprentissage passent directement en CDI et le tiers restant passe en CDI chez des confrères. C'est très très bien. Et je parle d'alternance et apprentissage à la fois pour les jeunes et pour les adultes en reconversion. Dans les 2 cas, ça fonctionne très très bien. Le deuxième axe, c'est qu'on s'est attaché à une organisation managériale qui pousse au recrutement de profils d'intra-entrepreneurs. Je m'explique. Ça fait penser à auto-entrepreneur. Intra-entrepreneur repose sur 3 éléments clés. 1, des citoyens qui recherchent aujourd'hui à être autonomes dans l'organisation de leur travail, c'est-à-dire qu'ils sont en responsabilité par rapport à leur environnement, les collègues de travail, les clients, les fournisseurs, et non pas simplement attendre des instructions matin, midi et soir de leur hiérarchie. Deuxième axe, et ça va avec, ils recherchent à être responsables de A à Z. Donc c'est l'inverse de l'ubérisation des tâches. Avec l'IA qui arrive, il vaut mieux aller dans ce sens-là, c'est notre avis. Responsable de A à Z de la gestion, ce qui leur permet de compter. Et donc, quand on compte, on est responsable. Sinon, on a tendance à pouvoir être irresponsable. Et à gérer la relation client. Et quand ils gèrent la relation client, nos techniciens de maintenance, nos responsables de chantier ont la reconnaissance de leur travail directement par leurs clients. Et c'est extrêmement valorisant. Le troisième axe qui fait qu'on passe d'auto-entrepreneur à intra-entrepreneur, c'est l'envie de travailler de manière coopérative. Et la coopération, c'est la relation avec ses collègues de travail dans une relation de sincérité et de franchise qui amène naturellement à de l'entraide, de la solidarité et de la fraternité. Et là, ça enclenche tout simplement une qualité de vie au travail, qui est le troisième axe. Nous avons fait une certification de qualité de vie au travail avec un organisme qui s'appelle Great Place to Work, c'était en 2023. Le président est dans la salle. Enchanté. Nous avons été certifiés et classés dans les 10 entreprises de dimension en France parmi les meilleures entreprises certifiées où il fait bon travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nous qui le disons, ce sont nos salariés. Nous avons fait la même démarche en Suisse, nous sommes implantés en Suisse, nous avons le même résultat. Et cette qualité de vie au travail enclenche le troisième axe, dans ce troisième axe, c'est le fait d'avoir la possibilité de bénéficier de la recommandation des salariés pour pouvoir recruter. Aujourd'hui, on se rend compte que le bouche à oreille, en tout cas moi c'est ce que je vois, les 3/4 des personnes qui nous rejoignent se sont renseignées sur l'entreprise et via un contact. Et des salariés qui rayonnent à l'extérieur par rapport à leur environnement familial, par rapport à l'environnement amical ou professionnel sur leur qualité de vie dans leur travail est un atout phénoménal. Le quatrième axe et le dernier, c'est qu'on a motivé et sensibilisé et formé nos managers à recruter sur les qualités comportementales prioritairement par rapport aux qualités de savoir-faire. Alors ça paraît peut-être facile à dire, mais c'est pas intuitif parce qu'on veut tout de suite quelqu'un d'opérationnel, formé et très performant. Et on a depuis des années inversé en demandant à nos managers de prioriser la qualité comportementale des personnes qui recrutent. Ça nécessite d'avoir une politique de formation, ce qui a été évoqué, extrêmement importante. Nous avons 3 fois les budgets légaux de formation, puisque nous allons avoir donc intégré des profils qui n'ont pas forcément les compétences immédiates, mais avec énormément de formation interne, des plans d'intégration, du tutorat de collègues. S'ils sont sincères, francs et surtout curieux, la curiosité, c'est l'envie d'apprendre
continuellement. Ils vont être adaptés pour affronter l'évolution de notre monde, où avec l'IA et la robotisation, la durée de vie de nos savoir-faire se rétrécit, et donc l'adaptabilité va venir par la QETC, donc l'apprentissage continu. Voilà nos 4 axes. Merci Emmanuel. Eric, quand on parle de formation, tu arrives, tu diriges l'IAE Paris. Comment on fait pour former des étudiants qui vont être opérationnels et surtout qui répondent aux attentes des entreprises? Bonjour à tous. Alors, je vous accueille officiellement à la Sorbonne. On est un peu chez moi, puisque la semaine prochaine, on aura des étudiants à la place de vous. Très sympa ton appart. Je salue les étudiants que vous avez eu l'amabilité d'inviter. Merci pour eux. Ça leur fait découvrir aussi des discussions qu'on ne tient pas toujours directement dans les amphis. La réponse, elle est, je dirais, il y a trois niveaux de réponse. Un premier niveau de réponse, c'est celui de faire une recherche universitaire, parce que tous les grands pays, toutes les grandes universités, toutes les grandes économies ont, plus que nous, un système de recherche très avancé. Nous, on est plutôt bien placés, mais c'est via la recherche et via la découverte de nouveaux processus, nouvelles méthodes, nouvelles méthodologies, que l'on enseigne après à nos étudiants, et qui sont souvent, pour notre cas, soutenus par des entreprises dans des opérations de mécénat, donc faire de la recherche au service des organisations et sur des problématiques d'organisation, puis faire venir les entreprises dans nos instituts, notamment les IAE et l'IAE de Paris en particulier, puisque dans les conseils de perfectionnement, au niveau de nos programmes, les réunions de pédagogie, les cours, chez nous, comme dans beaucoup d'instituts, il y a la moitié des cours qui sont donnés par des professionnels, l'autre moitié étant donnée par des académiques. On cherche cet équilibre entre l'académie et les professionnels, un équilibre, pas tout pour le professionnel et pas tout pour la théorie. Et on regarde également, évidemment, on fait évoluer nos formations. Alors on a nos formations diplômes nationaux, type master, type licence, qui sont contrôlés par le ministère, qui vérifient tout ça d'ailleurs, si la recherche est bien ancrée dans le réel et si les professionnels viennent bien aussi intervenir dans nos formations, en particulier au niveau master, et on intègre évidemment, alors nous à l'université on n'a pas beaucoup de budget, donc la com on n'en fait pas beaucoup, mais je vous rassure, on fait aussi de l'IA, on intègre les questions climatiques, on intègre les questions de soutenabilité de façon générale, les questions d'égalité, d'inclusion, enfin tous les dispositifs que l'on a l'habitude de faire. Et je prendrai juste pour terminer deux exemples qui ne sont pas forcément de mon établissement, mais quand je regardais je dirais la star du moment de l'IA, Yann Lecum, je regardais un petit peu son parcours. Il a fait une bonne école d'ingénieur, mais ce n'est pas la meilleure école d'ingénieur sur le papier de France. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont capables de faire ces formations. Moi, si le METI vient me trouver à l'IE de Paris, je l'accueillerai bien volontiers et je lui organiserai des rencontres avec les étudiants. Il y a Croissance pas de problème. plus aussi, non? Il n'y a pas de problème là-dessus. Croissance plus aussi. Qui vous voulez. Enfin, vous me contactez, vous me laissez votre carte de visite, moi je vous rappelle. Et l'apprentissage, c'est un système ancré, puisque pour combiner tout ça, nos étudiants, ils passent la moitié du temps en entreprise, la moitié du temps à l'école, donc à l'institut. Et je précise que l'IAE de Paris, institut universitaire, est le fondateur du premier CFA dans le domaine universitaire il y a 25 ans. Donc on n'a pas découvert l'apprentissage il y a 3 ans à la faveur, ou 3-4 ans à la faveur d'une loi. Nous, on en fait depuis 25 ans. Donc on a, je crois, une certaine expérience. Et ce mix entre les deux, eh bien, c'est ça qui fait qu'on considère former des talents, en gardant tout à la fin, parce qu'on est à la Sorbonne et que la Sorbonne me contrôle énormément, de vrais examens, avec juste une... Quelques écoles peut-être en France qui ont des faux examens, non? Vous pourrez... Quelques exemples, 2-3, quoi, non? Je vais pas, c'est pas le sujet du jour, mais je peux vous dire que si vous interrogez quelques personnes, il y en a qui ont des diplômes en ne passant que des travaux de groupe. C'est très bien les travaux de groupe, mais nous, c'est jamais que la moitié de l'évaluation. L'autre moitié, c'est être tout seul devant son étude de cas, sa calculette qu'on avait au bac pour faire 2-3 additions, et un crayon et son cerveau, et pas d'IA, pas de montre connectée, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pour juste savoir ce que les gens, au bout de 5 ans d'études supérieures et 2 ans passés chez nous, ils sont capables de faire sur un cas et de connaître encore à ce moment-là. Merci voilà, Eric. donc c'est une façon de détecter des talents. Il est né dans le Gers, il a joué au rugby, donc c'est le bon sens près de chez vous aussi. Ça, on en a beaucoup besoin en France. Pensez ému également concernant l'apprentissage pour Muriel Pénicaud, qui aurait bien aimé être là, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a beaucoup œuvré. Marie-Pierre, je suis ravi de te revoir en tout cas. On parle de transparence des salaires, d'égalité hommes-femmes dans les entreprises. Ce sont des sujets que tu maîtrises bien. Quelle est ta vision des choses ? Eh bien, d'abord, ce que j'entends ici, c'est que les entreprises qui sont présentes, bien évidemment, ici, mais plus généralement dans le pays, en effet, connaissent des difficultés de recrutement. Il existe une tension des talents
particulière dans notre pays, notamment effectivement en raison des problématiques démographiques. Or, je vous le rappelle, 52% de la population, ce sont des femmes et des jeunes femmes. Et donc, si nos entreprises françaises veulent rester attractives, veulent gagner ce combat des talents, eh bien, il ne faut pas qu'elles oublient cette partie de la population qui attend aujourd'hui un certain nombre de preuves d'amour, j'ai envie de dire, et pas seulement des mots, qui attendent des résultats, et notamment en matière d'égalité salariale, et de manière générale également en matière d'égalité professionnelle, et notamment, bien sûr, sur l'accès à des postes à responsabilité et la manière dont elles peuvent progresser dans les entreprises. J'étais la semaine dernière dans un autre établissement qui n'était pas la Sorbonne, qui était Centrale Supélec, où j'ai rencontré l'ensemble des jeunes femmes de 2e année. Donc des jeunes femmes qui évidemment ont réussi à un concours particulièrement difficile après 2 années, voire 3 années de classe préparatoire. Et ces jeunes filles, bien évidemment, seront exigeantes sur les propositions qui leur seront faites. Et elles seront exigeantes, bien sûr, quant aux responsabilités, aux missions qui leur seront confiées, mais elles seront également exigeantes sur la manière dont on les accueillera dans les entreprises, la place qu'on leur fera, et puis, bien évidemment, les perspectives de carrière qui leur seront proposées. Et la guerre des talents, me semble-t-il, également pour les entreprises, se joue sur ce terrain-là. Donc c'est vrai que nous avons notamment fait passer un certain nombre de dispositions législatives, je le conçois, qui peuvent paraître contraignantes, mais j'ai toujours dit, en tout cas pour ma part, lorsque je travaillais sur ces dispositions, qu'il s'agissait de dispositions visant à accompagner les entreprises sur justement précisément cette guerre des talents. D'autres pays le font en Europe. Là maintenant, par exemple, sur la question des postes à responsabilité, la France fait dorénavant partie des 4 pays européens avec plus de 30% de femmes dans les instances de direction. Et je crois que la guerre des talents se joue également à ce niveau-là. Donc gardons en tête qu'au-delà des enjeux qui peuvent paraître contraignants, et je l'entends, pour les entreprises, c'est également un facteur d'attractivité. Xavier, un commentaire peut-être? Oui, on peut applaudir, oui, c'est... La loi Rixin. D'ailleurs, c'est comment au niveau de l'ego d'avoir une loi qui porte son nom, là, le matin, quand tu te réveilles, tout ça, là, c'est... Ou vous, tout en fous? Le matin, quand je me lève, malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, je vais vider le lave-vaisselle, donc ça dégonfle. Bonne remarque. Xavier, cette transparence des salariales en Europe, l'égalité homme-femme dans les entreprises, quel avis tu as sur ces doubles sujets? Il est temps de donner un contenu concret à un principe très simple qui date de 1972, c'était hier. Travail égal, salaire égal, il y a encore du boulot. Et votre témoignage est vraiment très intéressant. Parce que ça montre qu'on est forcément d'accord avec ce que vous dites, mais il faut même regarder, je ne sais pas si je veux me rendre très populaire, mais il n'y aurait pas eu non plus la loi Zimmermann-Copé, on n'aurait pas progressé. On peut dire ce qu'on veut, la parité en politique, il n'y aurait pas eu cette loi, on n'aurait pas progressé non plus. Et c'est vrai que la société française a besoin parfois d'être bousculée de cette façon. Vous vous rappelez, 52% sont des femmes. Et on l'oublie bien souvent parce qu'il y a l'égalité professionnelle et il y a aussi un peu l'égalité par rapport à d'autres charges qui sont en dehors du domaine professionnel. Non, le fait que vous ayez fait cette prise de parole est vraiment très importante et je voudrais aussi élargir un point. Il s'avère que je me passionne pour la question du rapport au travail, que j'enseigne d'ailleurs cette discipline parce que, et je l'évoquais à l'instant avec mon voisin, on n'était pas dissipé mais c'était en rebondissant. Il y a aujourd'hui très clairement la question salariale, c'est vrai. Il y a la question des conditions de travail, c'est vrai. Il y a la question de la considération de mon travail ou la considération qui m'est due dans mon travail. Mais surtout, ce qui est en très nette progression, c'est mes perspectives d'évolution dans mon travail et dans l'entreprise. Ce que la société française semble incapable de faire aujourd'hui, et pour moi, ça n'est pas une fatalité, c'est-à-dire de permettre d'utiliser à nouveau l'escalier social, l'entreprise permet de le faire. Et celles qui permettent de gravir les échelons, de prendre des responsabilités, de s'accomplir, sont celles qui permettent, Alain le demandait tout à l'heure, de fidéliser. Et ce facteur de progression dans l'entreprise, il est à mon avis la clé de la réussite pour les entreprises au-delà du recrutement. Et la transparence des salaires, Xavier, en Europe, oui?
Oui, bien sûr, mais tu parles par rapport à hommes-femmes ou globalement? Non, globalement. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas non plus se tromper. Il y a la question salariale et il y a aussi la question extra-salariale qui est importante pour nombre de salariés. Il s'avère que j'avais été l'initiateur, le promoteur de ce qui est devenu ensuite la prime de partage de la valeur, la prime Macron. Je crois qu'il y a à la fois le salarial et l'extra-salarial. Intéressement, participation, actionnariat salarié, prime de partage de la valeur sont des initiatives qui sont bien évidemment à continuer à pousser. Pierre-Olivier, au COMEX de Manutan, pourcentage de femmes? 50-50. 50-50. 10, 5 hommes, 5 En femmes. fait, c'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Quelle est ta résonance un peu, l'égalité hommes-femmes de façon générale et puis les salaires? Alors, sur le sujet de la... Moi, je suis assez d'accord qu'il faut de temps en temps de la coercition, Ouais. parce que sinon, ça ne bouge pas. Après, sur le sujet de la transparence salariale, moi, je suis un peu ambivalent sur le sujet. Bon, le premier, c'est que c'est un sujet de plus. C'est-à-dire que ce qu'on dit souvent au métier, c'est qu'individuellement, chaque sujet fait du sens, mais l'accumulation des sujets fait qu'on détourne parfois l'entreprise de son objectif. Et c'est un peu comme les patrons de pays à qui on dit va sur le terrain, puis il dit ouais mais le lundi j'ai un projet avec la com, le mardi avec le marketing, etc. Et donc il faut avoir une vue d'ensemble des sujets et s'assurer qu'on n'empile pas trop les sujets et qu'on donne du temps à leur mise en œuvre. Après sur le sujet lui-même, en creusant, on se rend compte que ça challenge les fondamentaux RH de l'entreprise. Je pense que nous, il y a 4-5 ans chez Manutan, ça aurait été très compliqué. Mais comme on a mis en place, en bon français, du job grading, comme on a regardé tous ces sujets, d'abord pour des questions d'équité, mais aussi des questions d'attractivité, finalement, aujourd'hui, la mise en œuvre, après 4 ans de travail de fond, mais qui n'a pas été fait pour ça au départ, qui a vraiment été fait pour justifier à combien on embauche, expliquer à quelqu'un pourquoi il est payé tel salaire, etc. Finalement, mais c'est 4 ans de travail. Et donc, pour des entreprises qui n'ont pas démarré, c'est long et donc il faut s'assurer que les délais d'exécution des décisions, 3 ans, moi je trouve ça pas énorme, une décision qui est prise au niveau européen, 3 ans pour la mettre en œuvre dans un contexte où on a beaucoup de quotidien. Après, qu'est-ce que ça va donner une fois que ce sera implémenté dans l'entreprise? Comment les salariés vont la comprendre? Est-ce que ça va générer beaucoup de discussions? À voir. Et pour finir, ce que je voudrais quand même dire, c'est que tous ces sujets d'attractivité, le meilleur allié du collaborateur, c'est l'emploi. Moi, je viens d'une génération où on ne voulait pas de nous sur le marché du travail. Génération où François Mitterrand avait dit contre le chômage, on a tout essayé. Et il n'y avait pas d'attractivité. On était à 13%. Aujourd'hui, quand il y a de l'emploi, quand on a des besoins, les entreprises font des trésors de créativité. Honnêtement, sont moins regardantes aussi. Et donc, moi, je vois les sujets d'intégration, les sujets d'égalité salariale, c'est parce qu'il y a de l'emploi, parce que les entreprises cherchent des collaborateurs, que ça évolue. Et donc, on parle beaucoup de la norme, mais aujourd'hui, à 4% de taux de chômage, en France, si on était à 4%, les sujets d'égalité hommes-femmes, les sujets d'accès à l'emploi, les sujets d'ascenseur social, par nature, ils se font. Moi, quand j'ai démarré, on ne voulait pas des jeunes. Donc, je peux vous dire que les sujets d'attractivité, ils étaient dans l'autre sens. Et donc, n'oublions pas avant tout de créer des emplois, parce que l'emploi, en fait, appelle l'adaptation de l'entreprise et donc son amélioration. Emmanuel, même question, combien pourcentage de femmes au COMEX, CODIR du groupe? Moi, je ne suis pas à 50-50, je viens du secteur du bâtiment historiquement, donc on a encore un peu de progrès à faire au niveau du nombre de femmes par rapport aux hommes. Pas bien entendu le pourcentage, mais... On doit être à 50% des 50%, Ouais. donc 25%. Okay. Non mais ici emploi, et c'est bien, voilà, ça s'appelle un taux de croissance, quoi. Oui. Mais il y a une raison, Bien sûr. et je pense qu'il faut scinder les sujets. Ce que vous avez dit par rapport au projet de loi, moi je vois 3 niveaux. Le premier, l'égalité salariale ou l'équité salariale entre les hommes et les femmes, c'est une évidence, enfin, ça me paraît tellement évident. Dans nos entreprises, je pense, en tout cas, c'est pas un sujet, c'est une évidence. Le deuxième sujet qui est la transparence, j'ai pas de problème non plus. Moi, mon organisation, c'est les managers de proximité. Dans les équipes d'une douzaine de personnes, ils discutent de tout. Les salaires sont pas secrets. C'est travaillé tous les ans. Donc, la transparence ne pose strictement aucun problème. Par contre, de ce que j'en ai vu, de ce qu'on avait essayé de regarder pour la mise en place, une fois qu'on a mis ces 2 sujets de côté, c'est l'égalité salariale. Et là, mon service paye et RH ont commencé à se creuser un peu les méninges parce que les critères qu'il faut a priori prendre, qui sont le diplôme, l'âge, l'ancienneté, etc., vont se percuter
au pragmatisme, au bon sens et à la gestion au quotidien managériale de nos équipes. Là, alors le détail se cache, le diable se cache dans le détail, mais il faut avoir les modalités d'application. Le danger peut être de vouloir mettre les personnes dans des cases. Tu as tel âge, telle fonction, tel diplôme, etc. Ah, tu devrais être à tel niveau de salaire. Et là, ça n'a rien à voir avec l'égalité homme-femme. Hein. Je parle des salaires en général. Alors que ce qui est important pour un manager, bien sûr qu'il y a ses paramètres, mais au bout de 5 ans, 10 ans, le diplôme, c'est plus un sujet. Comme l'a dit le président des Hauts-de-France, les évolutions internes. Moi, j'ai 2/3 des managers, c'est que de l'évolution interne. On essaye de favoriser des personnes qui étaient techniciennes de maintenance, assistantes de gestion, responsables chantier, qui passent dans des rôles managériaux parce qu'ils ont la motivation. Donc la motivation, l'implication, l'entraide, ça ne se mesure pas que dans des cases. Et il faut laisser une partie très souple à nos managers pour pouvoir gérer en transparence, avec égalité entre hommes et femmes, bien évidemment, ce sujet des rémunérations, pour éviter d'avoir trop de contraintes qui viennent un peu de ce qu'on voit d'ailleurs un peu dans l'administration, ou dans l'administration, en gros, en fonction de je caricature, hein, en fonction de l'ancienneté, etc., et ça aboutit justement à l'inverse de ce qui est recherché, c'est la démotivation et absolument pas la motivation au niveau managérial des équipes. Marie-Pierre, quand tu entends les témoignages de ces 2 dirigeants de TI et également du président de la région Hauts-de-France, est-ce que tu es rassuré? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que tu te dis chouette, vivement demain? Oui, bien sûr que je suis rassurée parce que je vois à la fois des élus et des chefs d'entreprise qui sont allants sur le sujet. Et d'ailleurs, je ne doute pas de leur conviction. Ce que je souhaiterais peut-être apporter comme éclairage, d'abord, premier point, c'est qu'il y a la dernière étude de l'APEC que vous avez peut-être vue, 2025, sur les chiffres 2025 qui vient d'être publiée il y a un mois à peu près. On est sur 16% d'inégalité salariale cette année, qui est absolument les mêmes différences d'inégalité salariale depuis 2018, parmi les cadres, chez les cadres, entre les femmes et les hommes. Ayez-le en tête. Le deuxième point, c'est qu'en Grande-Bretagne, il y a eu effectivement cette disposition de transparence des rémunérations qui a été mise en place entre 2018 et 2020. Et cela a permis notamment de réduire de 18% les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc, deuxième point. Troisième point, il a été évalué par l'Union européenne que la mise en place de cette directive rapporterait à l'échelle de l'Union européenne 18 milliards d'euros, avec en effet 108 millions de frais de mise en place, de réflexion, etc. Donc c'est vrai que ça représente, à la fois en termes d'énergie, de temps, de travail aussi, bien sûr, pour les RH à l'échelle des entreprises, mais in fine, ayez en tête que ça rapporte à la fois en termes de productivité, d'attractivité, parce que l'égalité salariale, c'est évidemment un facteur qui permet aux femmes, parmi d'autres éléments, d'investir davantage le marché du travail. Et bien sûr, cela rejoint la problématique qu'on évoquait précédemment. Et enfin, pour répondre à ce que vous disiez à l'instant, oui, je mesure les difficultés que la transposition de cette directive va être pour les entreprises. Ayons en tête qu'il y a 7 indicateurs, 6 d'entre eux sont dans le DSN, donc en fait, j'ai envie de dire, ce sera assez facilement mis en place par les entreprises. Il y a un 7e indicateur qui, en effet, peut être plus problématique. Il sera très probablement l'objet de discussion au Parlement dans le cadre de la discussion du projet de loi. Et bien sûr, en tant que parlementaires, nous sommes à l'écoute des entreprises pour faire en sorte que la mise en place de ce 7e critère soit le plus simple possible. Éric, le pourcentage de diplômés IAE entre femmes et hommes, tu as combien? Alors on suit ça de très près, ça fait partie des critères d'évaluation. Donc je vous confirme, comité de direction 50-50, donc moitié-moitié, conseil d'administration 50-50. On est à un petit peu plus d'étudiants 53% d'étudiantes, 47%. Et dans mes salariés, au total, 65% de femmes et 35% d'hommes. Donc, bien, Éric. Donc voilà, donc je veux dire voilà, l'université, il ne faut pas la prendre, oui, on voit beaucoup des manifs, des machins, etc. Il y a des instituts, pas que le mien, où on fait un travail, je dirais, assez normal, et on fait en sorte d'être piloté un peu de façon identique. On est une grosse PME à l'intérieur d'une très grosse université, et on s'applique, puisqu'on est en management, en gestion, des principes assez équivalents. Mais je constate l'inégalité salariale à la sortie. Effectivement, on a
C'est cet indicateur-là sur lequel on est, entre guillemets, en tant qu'université ou institut, pas très bien évalué. On a 10% d'écart au démarrage. 10% d'écart. 10% d'écart au démarrage, donc on le contrôle ça, très clairement. Et ça, effectivement, c'est problématique. Donc, des réflexions sur des éléments de négociation, plus des cours spécifiques ou un travail spécifique fait avec nos diplômés. On fait beaucoup appel aussi à une association d'anciens pour qu'on puisse discuter avec eux sur la façon d'entrer sur le marché et de ne pas partir déjà avec ce décalage au départ, parce que le décalage, il est créé dès le départ. C'est un constat que je fais moi, mais que l'on fait dans beaucoup d'instituts d'IAE. Emmanuel, Pierre-Olivier, pour préparer la deuxième édition du European ETI Summit, ça sera le 11 mars 2027. 2-3 pistes peut-être de réflexion de travail pour qu'on arrive avec des résultats concrets dans un an et pas rediscuter pour rediscuter. Emmanuel? On sera juste avant l'élection présidentielle, je pense. C'est le hasard, oui. Oui, oui. Je pense que nos gouvernants et les administrations devraient, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup plus écouter et venir voir comment nous fonctionnons dans les ETI, notamment familiales. Il y a une ambiance sociale extrêmement positive et je pense qu'on a besoin d'un pacte de confiance vis-à-vis des entreprises en relation avec les administrations pour avoir un cadre réglementaire qui est indispensable, mais à l'intérieur, nous faire confiance. On sait faire des tas d'activités. J'entendais parler du logement. On peut agir sur le logement. On peut aider nos salariés à se loger. Enfin, il y a des tas d'actions sur la mobilité électrique. On peut faire des tas de choses si on est dans vraiment une relation de confiance qui permet d'avoir des incitations positives plutôt que assez régulièrement dans un monde d'IA trop de charges qui viennent se mettre sur le travail en tant que Pierre-Olivier? Moi, ce que j'aimerais bien dans un an, c'est qu'on raconte un peu les belles histoires qu'on a dans nos ETI. Parce que, par exemple, sur le sujet de l'immigration, l'ascenseur social que représentent les ETI, nous, on est des entreprises où on privilégie la compétence, on est des vrais endroits où les gens se développent, et cette image-là n'est jamais donnée. Par exemple, l'image de l'apprentissage, ça a été vu sous l'angle économique. Mais aujourd'hui, l'apprentissage, c'est un facteur d'intégration, et le sujet de la société française, c'est l'assignation en résidence. Et donc, je pense qu'on devrait expliquer comment nos entreprises sont justement dans les territoires, celles qui font qu'on peut échapper à son assignation initiale. Et je pense qu'il faudrait qu'on invite beaucoup de médias l'an prochain et qu'on ait une vraie communication autour de ça. C'est fondamental, et c'est fondamentalement ce qu'on est, et c'est pour ça qu'on est aussi important dans l'économie française. On cite beaucoup de chiffres, mais on est des entreprises qui font en sorte que quelqu'un peut démarrer dans un entrepôt, finir à la direction. On oublie les diplômes. Moi, je suis incapable de vous dire les diplômes des principales personnes qui sont autour de nous. Ce sont des entreprises où, je dirais, on est sur du long terme, donc on donne le temps, on amortit les crises, souvent. Et donc, je voudrais que l'an prochain, il y ait une vraie table ronde autour des vraies histoires et avec des journalistes qui ressortent et qui disent « mais en fait, c'est quand même chouette les entreprises et ce n'est pas ce dont on vous parle au quotidien ». Xavier, pour conclure, je sais pas, il y aura un nouveau président. Hein. J'étais tenté de faire consensuel en conclusion, et je ne vais peut-être pas l'être tant que ça. Oh. Non, parce que je trouve qu'on est tous d'accord. Je voudrais dire 2-3 choses. La première, c'est que dans les entreprises aujourd'hui, on fait plus société que dans la société française. Oui. Et les entreprises savent exactement ce qu'elles doivent faire pour recruter, fidéliser et pour pouvoir vraiment motiver, mobiliser leurs talents. Il y a eu différentes lois, je l'ai dit moi-même tout à l'heure. Il faut maintenant faire très attention parce que bien souvent, on est à un point de rupture. Les entreprises savent pertinemment que quand on aura passé la légère remontée du chômage, on aura souvent, ce sont les jeunes, les nouveaux talents, qui auront peut-être plus le choix que les entreprises. Donc elles savent ce qu'elles ont à faire. Et il faut qu'on fasse très attention au niveau européen. Je suis profondément européen. Je suis heureux, la semaine dernière encore, que Lille ait obtenu l'Agence européenne des douanes, et je n'hésite pas à dire merci l'Europe, mais que l'Europe ne devienne pas le continent de la norme, de la régulation et des contraintes. Pourquoi ? Parce que nous savons pertinemment que tout est affaire d'attractivité, et que en Asie, aux États-Unis, ils attendent que nous contraignions en permanence pour pouvoir en profiter. Il faut qu'on fasse très attention. Quand un équilibre est trouvé, il ne faut pas aller trop loin dans la contrainte et dans la norme. L'autre aspect, c'est encore une fois l'agilité. Vous savez être agile.
Muriel Pénicaud, que tu citais tout à l'heure, c'est ce que je cherchais à l'instant, m'avait dit qu'un diplôme d'enseignement supérieur, voilà 30 ans, avait une durée de validité de 30 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est 3 ans et ça ne cessera de se réduire. Et ce que j'essaye de faire aussi dans la région, vous le faites également, c'est encore une fois en mettant en place un écosystème favorable aux entreprises, c'est de prendre le virage de l'IA. Moi, je ne suis pas IABA, mais honnêtement, on n'est pas au Moyen-Âge. Ça ne sert à rien de se réfugier dans le donjon, de relever le pont-levis, de préparer l'huile bouillante. Il faut faire avec. Et dans le domaine de la RH, dans le domaine des usages, c'est clairement ce que nous voulons faire. Tu parlais aussi d'un sommet. Le 12 juin prochain à Lille, il y aura un sommet international. Il y a eu le sommet de Paris, il y aura un sommet international pour justement aller vers les usages et qui sera très centré business et entreprise pour savoir aussi comment des acteurs comme nous pouvons mettre à disposition les infrastructures, les nouveaux data centers, mais aussi les usages de l'IA, parce qu'en termes de RH et pour les entreprises, ça sera aussi l'une des clés de la réussite, et notamment pour nous les Européens et les Français.